La nuit enveloppait Paris d'un manteau de brume froide et humide. Ce soir d'automne, où les lumières des réverbères dansaient sur les pavés luisants comme des larmes oubliées. Alexandre Laurent, cet homme riche au sommet de son empire, sortait d'un dîner d'affaires dans un restaurant étoilé du 8e arrondissement. Son costume italien taillé sur mesure épousait parfaitement sa silhouette athlétique malgré ses 52 ans. Sa montre en platine brillait discrètement au poignet et son manteau en cachemire le protégeait du vent mordant. Il avait refusé la limousine ce soir-là, préférant marcher quelques rues pour sentir le pouls de la ville qu'il possédait presque. Lui qui contrôlait des tours de verre, des ports en Méditerranée et des hôtels de luxe sur 3 continents. Sa vie était un chef-d'œuvre de contrôle. Épouse élégante, issue de la grande bourgeoisie, 2 enfants inscrits dans les écoles les plus prestigieuses, un patrimoine évalué à plusieurs centaines de millions. Personne, absolument personne, ne connaissait le garçon pauvre qu'il avait été. Personne ne savait qu'Alexandre Laurent n'était qu'un nom inventé, une façade érigée pierre par pierre sur les ruines d'un passé qu'il avait enterré vivant. Ses pas résonnaient avec assurance sur le trottoir de la rue Saint-Honoré, quand soudain une voix s'éleva, frêle, cassée, mais d'une pureté déchirante qui traversa le brouhaha de la circulation comme une lame invisible. Au coin de la rue, contre un mur de pierre sale, une mendiante était assise, enveloppée dans un vieux châle troué et une couverture tachée. Son visage était caché sous des mèches grises emmêlées, ses mains tendues vers les passants indifférents qui pressèrent le pas en évitant son regard. Elle chantait. Et cette chanson... Alexandre s'arrêta net, le souffle coupé, comme si le temps lui-même venait de se figer. Les paroles montaient doucement dans l'air froid. « Mon enfant, mon petit, le vent te berce, la lune te garde, dors en paix, mon amour. Demain sera meilleur. » C'était impossible, absolument impossible. Cette berceuse, ces notes simples et lancinantes, c'était la chanson que sa mère lui chantait tous les soirs dans leur cabane misérable du village de Provence, 40 ans plus tôt. La chanson du passé caché, celle qu'il avait juré d'oublier pour toujours. Il resta planté là, au milieu du trottoir, ignorant les regards curieux des promeneurs. La mendiante continuait, sa voix tremblait sur les notes hautes, mais chaque syllabe ravivait en lui des images qu'il avait verrouillées dans un coffre-fort mental depuis des décennies. Il revoyait la petite maison de pierre sèche, le toit qui fuyait pendant les orages, la cheminée où brûlait un feu de brindilles. Il se revoyait, gamin maigre de 10 ans, couché sur un matelas de paille, pendant que sa mère, Marie Moreau, épuisée par sa journée de couture pour les riches du village voisin, s'asseyait à son chevet. Elle passait ses doigts usés dans ses cheveux et chantait cette berceuse pour chasser la faim qui leur tordait le ventre. « Un jour, mon Alexandre, tu seras riche comme les messieurs des châteaux, et tu reviendras me chercher dans une belle voiture, » murmurait-elle entre 2 couplets, les yeux brillants d'espoir, malgré les rides précoces creusées par la misère. Alexandre sentit ses jambes fléchir. Il s'approcha lentement, le cœur cognant contre ses côtes, comme un marteau sur une enclume. La mendiante leva la tête au moment où il arrivait à sa hauteur. Sous la crasse et les années, il reconnut les yeux. Ses yeux verts, pailletés d'or, les mêmes que ceux qu'il avait regardé partir un matin d'été, il y avait si longtemps. « Maman !» Le mot lui échappa dans un souffle rauque, presque inaudible. La chanson s'interrompit brusquement. La vieille femme le fixa longuement, puis un tremblement parcourut tout son corps. « Mon petit, c'est toi, Alexandre ?» Sa voix était brisée, mais elle portait encore cette tendresse infinie qu'il avait cru ne plus jamais entendre. La vérité, cette vérité qu'il avait fui toute sa vie, s'abattit sur lui avec la violence d'une vague en pleine tempête. Il comprit, tout en une fraction de seconde. Sa mère n'était pas morte. Il avait reçu cette lettre d'un notaire 10 ans plus tôt, un courrier qu'il avait payé très cher, pour qu'il arrive exactement comme ça. Madame Marie Moreau est décédée dans la solitude. Il avait versé une somme rondelette à un intermédiaire pour qu'on lui envoie ce papier, pour qu'il puisse enfin refermer le chapitre sans remords. Mais elle était vivante. Elle avait quitté le village 15 ans auparavant, après avoir perdu la petite maison pour des dettes accumulées, pendant que lui, à Paris, gravissait les échelons, et elle était venue le chercher. Sans adresse, sans nom connu, car il avait effacé toute trace de Moreau. Elle avait erré dans la capitale, travaillé comme femme de ménage au noir, dormi dans des foyers,
puis dans la rue quand l'arthrite et la solitude l'avaient brisée. Elle chantait cette berceuse tous les soirs, dans l'espoir fou qu'un jour son fils l'entende, qu'il reconnaisse la voix de son enfance. Alexandre tomba à genoux devant elle, indifférent à la boue qui tachait son pantalon à 1 000 €. Il prit ses mains froides et calleuses dans les siennes, ses mains qui avaient cousu des robes pour les autres pendant que lui étudiait en secret la nuit. Les souvenirs déferlèrent, sans filtre. Il se revit à 18 ans, sac sur l'épaule, promettant solennellement « Je reviendrai riche, maman, je t'achèterai une maison avec un jardin plein de roses. » Il avait pris le train pour Paris, changé de nom le jour même dans un petit hôtel du 18e. Alexandre Moreau était mort ce matin-là. Alexandre Laurent était né fils imaginaire d'une famille bourgeoise de Lyon. Il avait menti à tout le monde, aux banquiers, aux investisseurs, à sa future épouse qui croyait épouser un héritier. Il avait construit son empire sur cette imposture, écrasant des concurrents sans pitié, signant des contrats qui ruinaient des familles entières, tout en se répétant que son passé de misère le rendait plus fort. Mais la vérité, la vraie vérité qu'il comprenait maintenant en regardant ce visage ravagé, c'était que sa richesse avait un prix. La vie de la seule personne qui l'avait aimé sans condition. Il la serra contre lui, pleurant pour la première fois depuis l'enterrement fictif de son père. « Pardon, maman. Pardon pour tout. » Sa voix se brisa. La mendiante, non, sa mère, pleurait aussi, des larmes silencieuses coulant sur ses joues creusées. Autour d'eux, les passants commençaient à ralentir, intrigués par cet homme riche en costume qui embrassait une clocharde. Mais Alexandre n'en avait cure. Il l'aida à se lever, passa un bras autour de ses épaules frêles et appela son chauffeur d'un geste impérieux. La limousine noire apparut en quelques minutes, silencieuse et imposante. Il l'installa sur les sièges en cuir, enveloppa ses épaules dans son propre manteau en cachemire et donna l'ordre de rouler vers son hôtel particulier du 16e arrondissement. Pendant le trajet, le silence n'était troublé que par le ronronnement du moteur et les sanglots étouffés de Marie. Alexandre regardait défiler les lumières de Paris, mais il ne voyait que les images de son passé caché qui ressurgissaient une à une. Il revoyait la petite école du village où il excellait pour faire plaisir à sa mère. Les nuits où elle toussait à cause du froid et où il lui promettait de devenir médecin pour la soigner. Le jour où il avait volé un billet de train parce qu'elle n'avait plus d'argent pour le payer. Et puis Paris, les premiers jobs de serveur, les nuits à étudier la finance dans des bibliothèques publiques, les premiers mensonges pour obtenir un stage. Chaque succès avait été une trahison supplémentaire. Il avait épousé Elisabeth, fille d'un industriel, sans jamais lui parler de Marie. Il avait élevé ses enfants dans le luxe en leur racontant que leur grand-père maternel était un héros de guerre, inventant un passé noble pour cacher la vérité paysanne. Maintenant, la vérité était là, assise à côté de lui, sentant la rue et la misère. Il comprit qu'il avait passé 40 ans à courir après une fortune qui ne comblait rien, parce que le vide venait de l'intérieur. La chanson n'était pas seulement une mélodie, c'était le fil rouge qui reliait l'homme qu'il était devenu à l'enfant qu'il avait abandonné. Marie murmura enfin « Je chantais tous les soirs. Je savais que tu m'entendrais un jour. » Alexandre ferma les yeux. Il revit les fêtes somptueuses où il levait son verre en riant pendant qu'elle dormait sous un pont. Les vacances à Saint-Tropez où ses enfants jouaient sur le yacht pendant qu'elle fouillait les poubelles. La vérité était cruelle, mais libératrice. Pour la première fois, il n'était plus Alexandre Laurent, l'intouchable. Il redevenait Alexandre Moreau, le fils de Marie. Arrivé à l'hôtel particulier, il ordonna au personnel de préparer la chambre d'amis la plus confortable, fit venir un médecin privé immédiatement, commanda des vêtements chauds, un bain, un repas chaud. Marie, épuisée, s'endormit dans des draps de soie pour la première fois depuis 15 ans. Alexandre resta à son chevet toute la nuit, tenant sa main, écoutant sa respiration. Au petit matin, quand elle se réveilla, il lui raconta tout, les mensonges, les peurs, la honte qui l'avait poussé à disparaître. Elle écouta sans reproche, comme toujours. « Tu es rentré, mon petit. C'est tout ce qui compte. » Les jours suivants, Alexandre transforma sa vie. Il annula des réunions, transféra des fonds pour créer un fonds au nom de sa mère, fit venir ses enfants pour qu'ils rencontrent leur grand-mère. Il avoua tout à Elisabeth, qui, après le choc, accepta de l'aider à réparer.
Le passé caché n'était plus un poids. Il devenait une force. Il vendit même une partie de ses actions pour financer des refuges pour les sans-abri en mémoire de ses années perdues. Et chaque soir, avant de dormir, il s'asseyait au chevet de Marie et lui demandait de chanter la berceuse. Elle chantait d'une voix plus assurée maintenant, et lui, l'homme riche, fermait les yeux et redevenait l'enfant. Paris continuait de tourner, indifférente, mais pour Alexandre Laurent, ou Moreau, le monde avait changé. La mendiante avait cessé de chanter dans la rue, mais sa chanson résonnait désormais dans les couloirs de marbre d'un hôtel particulier, rappelant à jamais que la vérité, même cachée pendant des décennies, finit toujours par se faire entendre quand une voix familière traverse la nuit. Et l'homme riche, pour la première fois, était enfin libre.